Bonjour tout le monde, on va continuer notre chapitre de métabolisme des acides gras. On s'est arrivé sur la partie de propriétés des acides gras. Les acides gras, comme vous savez tous, c'est une association d'une molécule de COOH avec une molécule ou bien une chaîne R constituée des molécules de carbone et d'hydrogène. Donc en temps de structure, qu'est-ce qu'il a offert aux lipides? Ça lui a offert une caractéristique amphiphile. Amphiphile, ça veut dire une molécule amphiphile, ça veut dire une molécule qui possède deux pôles, un pôle hydrophobe et un pôle hydrophile. La partie hydrophile ou bien le pôle hydrophile, c'est la partie qui contient la molécule de COOH. Et la partie radicale R, constituée des molécules de carbone et hydrogène, c'est la partie hydrophobe. Si on met les lipides dans une phase aqueuse, comme l'eau par exemple, les molécules de lipides vont se réorienter. La partie hydrophile qui aime l'eau, elle va s'orienter vers l'eau et la partie hydrophobe, elle va s'éloigner de l'eau. Ce qui peut donner deux formes distinctes, ou bien une forme de micelle, ou bien une forme d'une couche monocaténaire. La forme de micelle, comme vous voyez, comme un cercle, un rond, où la partie hydrophobe elle est orientée à l'intérieur et la partie hydrophile elle est orientée à l'extérieur. Sous la forme d'une couche, on trouve la partie hydrophile orientée vers l'eau et la partie hydrophobe à l'extérieur de l'eau. Passons maintenant vers les lipides simples. On les nommait simples car ils sont constitués juste de carbone, hydrogène et d'oxygène. Parmi ces molécules de lipides simples, on trouve le glycérol, le stérol. Donc, d'une manière plus simple, c'est des lipides qui possèdent une fonction alcool, comme par exemple le triglycéride. Le triglycéride, c'est une association d'une molécule de glycérol, comme vous voyez à gauche, et trois molécules d'acide gras. Si vous regardez, toute cette molécule de triglycéride, elle ne possède que du carbone et d'oxygène et d'hydrogène. Les triglycérides, pourquoi ils sont importants pour notre corps? Car ils possèdent notre réserve énergétique, c'est notre graisse de réserve. Plus de 95% des graisses neutres dans notre corps sont des triglycérides. Ce sont des molécules apolaires et très hydrophobes. Pourquoi ils sont très hydrophobes? Car ils possèdent beaucoup des molécules de carbone et d'hydrogène, beaucoup de la chaîne R latérale. Les triglycérides encore, ça se présente dans le cytoplasme des adipocytes sous forme des gouttelettes huileuses. On le trouve à l'extérieur de notre corps dans les graines des plantes. On le trouve encore très abondant dans les huiles végétales, les produits laitiers et les graisses animales. Les caractéristiques du cholestérol. Donc maintenant, on va parler de cholestérol et non pas de triglycérides. Les cholestérols, on les trouve chez les animaux et ainsi que chez les végétaux. Chez les végétaux sont appelés ergostérols. Ces molécules de cholestérol possèdent une importance quantitative dans notre corps. Pourquoi? Puisqu'ils possèdent plusieurs rôles. Le premier rôle, c'est un rôle structural. Il constitue les membranes de nos cellules et il se trouve dans notre couche ou bien la bicouche lipidique des cellules. Donc chaque cellule, elle a besoin de cholestérol dans, dans le membrane. C'est pour ça notre corps elle a besoin d'une grande quantité de ce cholestérol. En parallèle, le cholestérol, il possède des fonctions métaboliques. Donc il rentre dans les précurseurs des hormones stéroïdes. Lorsqu'on dit précurseur, ça veut dire la matière première de la fabrication des hormones stéroïdes, comme le testostérone, l'estrogène, progestérone, etc. Il entre dans la constitution de vitamine D ainsi que les acides biliaires. Par contre, ces cholestérols peuvent former des dépôts pathologiques à l'intérieur des parois des artères, ce qui peut ramener à une maladie assez connue qui est l'arthrosclérose. Ou bien, ces cholestérols peuvent s'accumuler à l'intérieur du canal cholédoque, ce qui peut causer encore les calculs biliaires. Passons maintenant aux lipides complexes. Donc, ce sont des molécules ou bien ce sont des lipides simples associés
avec une autre fonction. Si on regarde les phospholipides, donc ce sont, comme vous voyez, sont formés des acides gras, du cholestérol, de l'alcool, comme le triglycéride, mais en association, ou bien si on rajoute une molécule de phosphate. Pareil pour les autres sphingolipides, les sphingoglycolipides et les sphingophospholipides, où on trouve les molécules d'acide gras, les molécules de cholestérol associées avec d'autres molécules ici comme le choline et le phosphate. Donc, résumons-nous, les lipides complexes sont des lipides simples associés avec d'autres fonctions comme la molécule de phosphate, fonction phosphate et la fonction. Les lipides forment 60% de notre apport parfois alimentaire. On trouve 95% des graisses alimentaires sous forme de triglycérides. On trouve des acides gras saturés et insaturés dans notre aliments. Les acides gras saturés, on le trouve surtout dans les graisses animales et les insaturés, on le trouve dans les huiles végétales et les poissons. Notre apport en cholestérol. Notre apport en cholestérol, ça doit être l'équivalent de 500 mg par jour. Quels sont les aliments les plus riches en cholestérol? On trouve les abats, les cervelles, qui peuvent avoir jusqu'aux 2 grammes par 100 grammes de cholestérol. En parallèle, le cœur et l'œuf sont riches encore en cholestérol. Il peut contenir jusqu'à 500 mg dans chaque 100 grammes de l'aliment. La beurre encore, c'est un aliment riche en cholestérol qui peut avoir jusqu'aux 250 mg de cholestérol par 100 grammes du beurre. Le lait de vache, il contient du cholestérol, mais avec des quantités beaucoup moins que les autres aliments. Il contient de 10 à 20 mg par 100 ml. Comment notre corps il digère ou bien il procède la digestion des lipides alimentaires? Tout d'abord, la digestion de ces lipides alimentaires se déroule au niveau de l'intestin grêle. Comme les protéines, ils possèdent des enzymes spécifiques pour les digérer. On trouve ces enzymes sécrétées par le pancréas ainsi que par l'acide biliaire. Concernant les lipides de l'alimentation qui sont les triglycérides, les phospholipides et les cholestérols, ainsi que on les trouve pour eux les enzymes pancréatiques qui sont les lipases, phospholipases, cholestérol et estérase. Donc ce sont les enzymes responsables de la digestion des triglycérides, des phospholipides et des cholestérols. En parallèle, les acides biliaires, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme fonction? Ils vont émulsifier les graisses. Donc, comme vous voyez ici à gauche, les lipides entrent en contact avec les acides biliaires. Qu'est-ce qu'ils vont, ces acides biliaires? Ils vont couper ces graisses dans des petites molécules de lipides, ce qu'on appelle une émulsification. Cette émulsification va préparer les lipides à être digérés par la suite par les autres enzymes pancréatiques comme le lipase. La lipase pancréatique, elle va hydrolyser ces triglycérides. Elle possède une activité maximum à pH neutre. Elle nécessite la colipase qui est une coenzyme. Si vous vous rappelez de la partie protéines, il y en a beaucoup des enzymes qui ont besoin des coenzymes afin qu'ils fonctionnent correctement et efficacement. Ici, le lipase, il a besoin de colipase. Cette enzyme lipase, en association avec la colipase, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va digérer la triglycéride, elle va la faire passer sous forme des monoglycérides, des acides gras libres. L'absorption, comment notre corps, par la suite, il va absorber ces lipides. Donc, il faut tout d'abord faire couper les lipides vers des molécules plus simples, comme les acides gras. Ces molécules plus simples, par la suite, ils vont être absorbées par les entérocytes. Ce sont les cellules qui se trouvent dans les intestins grêles et qui sont responsables de l'absorption de ces lipides. Mais à condition que ces lipides passent sous cette forme simple. On ne peut pas absorber les triglycérides autant une molécule complexe. Il faut la faire passer sous forme des acides gras simples, coupés par les enzymes spécifiques,
pour qu'ils peuvent être après absorbés par les entérocytes. À noter bien que les acides gras à courte chaîne, ça veut dire les acides gras qu'on les mange, qu'on le trouve dans les aliments sous forme d'une chaîne courte ou simple, passent directement dans le sang portal. Ils sont nécessaires après pour quoi? Pour la synthèse de triglycérides, la synthèse des phospholipides et les cholestérols. Donc, en cas où on a absorbé ou bien on a avoir une alimentation riche en lipides complexes ou bien des lipides à longue chaîne, ces lipides à longue chaîne et complexes vont être digérés par les enzymes afin qu'ils deviennent des molécules simples à courte chaîne. Si dans notre alimentation, on a des lipides à chaîne courte, ces chaînes courtes peuvent passer directement vers le sang portal et être utilisées après pour la synthèse des triglycérides ou bien des phospholipides ou bien du cholestérol. Si on regarde à ce schéma devant nous, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve les entérocytes au milieu. Donc ce sont les cellules des intestins qui vont faire passer les molécules lipidiques simples vers le sang portal. Une fois les molécules d'acides gras simples sont synthétisées à l'intérieur des entérocytes, ces molécules vont s'associer avec des apolipoprotéines. Ces apolipoprotéines, ils vont assurer la transportation des acides gras, de ces lipides dans le sang. Comme on s'est mis d'accord au début de ce cours, les lipides sont des molécules non solubles dans l'eau. Donc, ils ont besoin des transporteurs, ils ont besoin des apolipoprotéines afin qu'ils soient circulés dans notre sang et distribués vers le corps. La digestion des lipides, résumons-nous, elle va se passer dans les intestins. Si on commence en haut avec les lipides, ils vont rentrer en contact avec les sels biliaires, le lipase pancréatique, pour qu'ils deviennent des molécules plus simples. S'ils deviennent des acides gras ou bien des monoglycérides, ils vont continuer leur chemin dans les entérocytes afin qu'ils soient dirigés vers le sang après. Par contre, s'ils restent sous ces formes des molécules encore complexes, ils vont être redigérés ou bien j'arrive pas à trouver le nom. Bon, une redigestion de ces molécules dans les entérocytes va avec d'autres enzymes afin qu'ils deviennent des molécules simples, associant avec les lipoprotéines et ils passent vers le sang à la fin. Donc, cet schéma, on l'a fait bien expliquer dans le cours. Je vais la faire passer vite fait. Donc, cet schéma-là montre l'équilibre de la digestion ou bien quelles sont les différentes formes des acides gras trouvés dans notre corps en équilibre avec notre alimentation. Commençons tout d'abord avec les acides gras. Si notre alimentation elle est riche en acides gras, qu'est-ce que ça va se passer? Ça va favoriser la estérification, ça veut dire la formation des triglycérols. Par contre, si notre alimentation elle est pauvre en acides gras, on va favoriser la lipolyse, ce qui est l'inverse de la estérification, où le glycérol va donner naissance à des acides gras. Si notre aliment elle est riche en glucides et acides aminés, les glucides et acides aminés vont passer vers l'intermédiaire de l'acétylcoenzyme A. Cette acétylcoenzyme A, si elle augmente en quantité, elle va rentrer dans un phénomène de lipogénèse qui va donner naissance après à des acides gras. Par contre, si notre apport alimentaire elle est pauvre en glucides et acides aminés, une réaction de bêta-oxydation va être favorisée, où les acides gras vont rentrer en bêta-oxydation pour donner des acétylcoenzyme A. Cette acétylcoenzyme A, cette molécule d'acétylcoenzyme A, peut rentrer en cycle de l'acide urique pour donner de CO2
ou bien elle peut induire la cétogenèse qui va favoriser la formation des corps cétoniques, ou bien la cholestérogenèse qui va donner naissance au cholestérol qui va par la suite donner naissance à des stéroïdes. Donc je ne vais pas trop rentrer en détail, je pense que pendant le cours, j'ai bien expliqué cette partie de cours. Passons maintenant vers la lipogénèse, ça veut dire la biosynthèse des acides gras. Donc ce, euh, cette réaction se trouve chez les animaux, les végétaux et les micro-organismes. Tous nos cellules, alors de faire très bien attention, tous nos cellules sont capables de synthétiser les acides gras. C'est surtout le foie qui est capable de les faire synthétiser. Donc il y a enfin ici foie plus, que ça veut dire quoi? Ça veut dire le foie, c'est la partie qui est capable le plus de synthétiser les acides gras. Donc c'est une réaction cytosolique, ça veut dire elle se déroule dans le cytoplasme. C'est une réaction d'allongement, ça veut dire qu'on va rajouter des molécules de carbone, et le rajout de molécules de carbone, ça va se passer dans le réticulum endoplasmique. Elle est effectuée, cette réaction, grâce à une enzyme qui s'appelle l'acide gras synthase. Et comme on a vu dans la dernière figure, la pointe de départ de la fabrication des lipides, la lipogenèse, elle commence par la molécule d'acétylcoenzyme A. Qu'est-ce qu'elle a comme but, la lipogenèse? Elle a comme but, c'est la biosynthèse des acides gras. Pourquoi? Puisque, comme on s'est mis d'accord, ces lipides, ils ont des caractéristiques ou bien d'importance à notre corps, comme le cholestérol qui rentre en structure euh, des bon, j'arrive pas à trouver le nom. Désolé, structure des membranes cytoplasmiques. Voilà, c'est ça. En parallèle, la lipogénèse, elle est importante afin de mettre en évidence, bien en réserve de l'énergie. En cas où notre corps a besoin après de l'énergie, il se trouve de lipides pour se digérer, de produire de l'énergie. Régulation hormonale, donc je pense ici, si vous reprenez la régulation hormonale des protéines, vous pouvez arriver à une explication de cette partie. Je ne l'ai pas mis en grand, en beaucoup de détails, comme la partie protéique. Vous pouvez revenir à la partie de régulation des protéines afin que vous compreniez chaque hormone, qu'est-ce qu'elle a comme fonction. Mais ici, pour nous, les deux hormones les plus importantes sont le glucagon et l'insuline. Le glucagon inhibe la lipogénèse, tandis que l'insuline, à l'inverse du glucagon toujours, elle stimule la lipogénèse. La bêta-oxydation, qui est le catabolisme des acides gras, donc ça veut dire on va casser les acides gras. De quoi il est caractérisé? Il est caractérisé par le détachement ou bien la dégradation des acides gras de l'acétylcoenzyme A. Donc elle va faire passer les acides gras vers les acétylcoenzymes A pour les faire transformer en acétylcoenzyme A. Cette réaction, elle se déroule dans le foie, le cœur, le rein et le muscle. Donc ça ne se déroule pas dans toutes les cellules. Elle est intramitochondriale. Ça veut dire qu'elle se déroule à l'intérieur du mitochondrie. Qu'est-ce qu'elle a comme but? Elle a comme but principal de synthétiser ou bien de produire de l'ATP, ça veut dire de l'énergie. Quand est-ce que cette réaction de bêta-oxydation, elle sera importante dans notre corps ou bien en forte quantité? On le trouve entre les repas, en cours du jeûne, ainsi que en cours du diabète. Si on réfléchit un petit peu dans ces conditions, entre les repas, bon, c'est logique un petit peu, puisqu'on a mangé, on a utilisé l'énergie qui se trouve dans notre alimentation, maintenant notre corps, elle a besoin de l'énergie, donc elle va y aller vers ces lipides, elle va les dégrader afin de produire de l'énergie. Donc pareil, en cours du jeûne. Mais pourquoi au cours du diabète, notre corps, il favorise la bêta-oxydation? Au cours du diabète, les cellules, donc ça dépend des diabètes, si c'est un diabète de type 2 ou de type 1, mais un petit peu ce qui est en commun entre ces deux types de diabète, que notre corps il est incapable d'utiliser l'insuline
afin de stocker ou bien de faire rentrer le glucose à l'intérieur de la cellule. Donc à la fin, que ce soit un diabète de type 1 ou bien de type 2, notre corps, il va pas faire rentrer les glucoses à l'intérieur de notre cellule. Donc les cellules, ils n'ont pas de glucose pour l'utiliser sous forme de l'énergie. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont y aller vers la bêta-oxydation qui va favoriser l'utilisation de l'énergie par les acides gras. À bien noter, selon les besoins de l'organisme, donc si on a dans un cas de déficience d'énergie, donc on a moins d'ATP, ce qui va augmenter la quantité d'AMP cyclique, ce qui va favoriser la lipolyse, donc libération de l'énergie. Si on a trop d'énergie, donc si par exemple on vient de finir de manger, on a une quantité d'ATP importante, ce qui va stimuler la lipogénèse ou bien la mise en réserve de l'énergie. La cétogénèse hépatique. Donc, depuis son nom, elle se déroule au niveau du foie, plus précisément dans la mitochondrie du foie. C'est quoi? Depuis son nom, il indique, c'est la cétogénèse, ça veut dire c'est la formation des corps cétoniques dans le foie. Qu'est-ce qu'ils ont comme caractéristique, ces corps cétoniques? Sont formés, comme on a dit, dans la mitochondrie des cellules hépatiques. Ils traversent la membrane mitochondriale, puis la membrane cytoplasmique, et ils sont libérés dans le sang, afin qu'ils soient distribués au niveau des tissus. Ces tissus-là, ils vont utiliser ces corps cétoniques afin de quoi? Afin de l'utiliser comme source énergétique. Donc, ils vont la faire passer vers les mitochondries qui vont les utiliser, donc les mitochondries des tissus, des cellules, qui vont les utiliser afin de produire de l'énergie. Ces corps cétoniques sont l'acétoacétate et la bêta-hydroxybutyrate, qui sont les composés énergétiques, les corps cétoniques, que les muscles squelettiques peuvent les utiliser comme source d'énergie. À ne pas oublier que l'acétone, c'est un composé volatile. La période de la cétogénèse, quand est-ce que notre corps il va rentrer en cétogénèse? Il va rentrer en cétogénèse dans une période du jeûne. Donc, lorsqu'on arrête de manger pour au moins 24 heures, notre corps il va commencer à dégrader les acides gras d'une manière importante et il va la faire transformer grâce à notre cellule hépatique vers des corps cétoniques. Et par la suite, notre corps il va utiliser ces corps cétoniques comme une source d'énergie. Mais, bien noté, si notre alimentation est riche en glucides, le corps cétonique, ils vont se trouver avec une très faible quantité. Pourquoi? Puisque notre corps, il va favoriser, ou bien il va préférer l'utilisation des glucoses comme source d'énergie. La cétolyse périphérique, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est la lyse des corps cétoniques dans les muscles, que ce soit squelettiques ou bien les muscles cardiaques, qui vont utiliser ces corps cétoniques, comme on a dit, comme une source d'énergie. À bien noter que au cours de jeûne prolongé et ainsi qu'au cours de diabète, on a une dégradation massive des acides gras, par la suite ce qui va induire une augmentation de la cétogénèse, une accumulation de corps cétoniques dans le sang qui se traduit par un désordre métabolique. Cet désordre métabolique, elle est manifestée comment? Par une hypercétonémie, une cétonurie. Donc, les corps cétoniques, ils vont commencer à se retrouver dans le sang. Et comme on a dit que l'acétone, c'est une molécule volatile, donc elle va induire, ou bien on va se finir avec une odeur acétonomique de la laine. Donc, c'est l'odeur d'acétone qui va se sentir de nos bouches. En cas surtout des diabètes de type 2, l'excès de ces corps cétoniques vont causer une diminution de pH sanguine, ce qui va causer une acidose du sang. Donc, on va terminer ici avec cette partie de cours. Nous nous retrouvons, Inch'Allah, avec la deuxième partie.